Restez toujours honnête et intègre, peu importe ce que l'on vous fait ou ce que l'on vous dit. La vérité et les masques finissent toujours par tomber un jour ou l'autre. Ne regrettez jamais d'avoir été une personne authentique, même si des gens ont cru s'être joués de vous. En vérité, ils se jouent d'eux-mêmes. Bonjour à tous. Ce 2 novembre est un jour majeur et déterminant pour les partis politiques désireux et aptes à prendre part aux élections législatives du 8 janvier prochain. Toutes les attentions sont focalisées sur ce qui va se passer ce jour à la Sénat. La presse locale en fait son chou gras ce matin et informe que la Cour constitutionnelle est annoncée dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mercredi 2 novembre 2022, dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives du 8 janvier 2022 au Bénin. Notons qu'à ce moment précis, aucun parti politique n'a eu à se manifester pour le dépôt des dossiers de ses candidats aux élections législatives prochaines. Parlant de l'actualité électorale, les partis politiques Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et Restaurer la confiance RLC n'iront pas en duo aux élections législatives de janvier prochain comme annoncé. La condition préalable posée par le président Irénée Agossa, c'est-à-dire son positionnement comme tête de liste dans la 6e circonscription électorale, ne pourra pas être effectif car le bureau politique du parti n'a pas donné son accord au secrétaire exécutif national pour agir comme tel. À suivre dans cette matinale la réaction d'Irénée Agossa à ce sujet. Juste après le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Colombe Oussou, nous parlerons spiritualité dans ce numéro d'émission du jour. Quoique très redouté, le vaudou Sakpata est l'une des figures les plus populaires du panthéon vaudou. Il est connu dans les pays du Golfe du Bénin, également au Brésil et en Haïti comme le dieu de la variole et plus généralement des maladies éruptives. Au Bénin et au Togo, la mythologie vaudou en fait aussi la divinité de la terre. Cependant, les deux dimensions sont liées. Pour un exposé instructif et épris d'enseignement, je reçois le professeur David Kofiaza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. En sport ce matin, Anaël Dou nous renseigne sur les équipes de la zone nord qui ont été fixées sur leurs adversaires pour le championnat universitaire édition 2022. ESAE Football Club a battu hier l'équipe de l'UCAO en match amical 2-0. Thierry Dossurvo représente le Bénin aux Jeux mondiaux de roller sport. Francis Fahmi, dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte ce matin dans l'univers du sigle EPS, éducation physique et sportive. Que comprendre du sigle EPS, les objectifs de l'EPS et leurs évolutions dans le temps vous seront exposés juste après les sports. L'horoscope du jour est présenté par Quentin Amoussou. Les amis scorpions sont à l'honneur aujourd'hui. Très bonne journée pour envisager de nouveaux modes de placement ou réfléchir aux meilleurs moyens de régler une affaire. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: dépôt de candidature pour les élections législatives de 2023. Ultime jour pour les partis politiques. Le journal fait savoir en manchette qu'à la fin de la journée de ce 2 novembre 2022, le peuple aura une idée claire des formations politiques désireuses de prendre part au scrutin du 8 janvier prochain. La prochaine étape sera la publication des listes par la Sénat après les contrôles nécessaires. Retrouvez l'article intégral du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, le groupe parlementaire Union progressiste change de nom. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Lokossa, les fabricants de liqueurs frelatées arrêtés. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: candidature pour les élections législatives prochaines. Sénat, le grand jour, titre le journal en illustrant son titre avec l'enseigne de la Commission électorale nationale autonome. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette: revalorisation des salaires, novembre, le mois de tous les espoirs. Le journal fait savoir que le mois de novembre n'est pas un mois comme les autres pour les travailleurs béninois. En effet, l'avant-dernier mois de cette année 2022 devrait voir se concrétiser la promesse du gouvernement de revaloriser les salaires des travailleurs. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, candidature pour les élections législatives de 2023, dernier jour pour les partis politiques. Une longue journée en perspective à la Sénat, prédit le confrère. Matin libre ce matin en manchette: Djougou, Bénin, Alpha Taka au secours, des couches vulnérables. Retrouvez cette action caritative et sociale dont une image est mise en manchette pour illustrer. L'article est à retrouver à la page 9 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2023. La Direction générale des impôts et Patrice Talon sur les lèvres de l'opposition et de la mouvance. Le jour le plus long pour la Sénat et les partis politiques. Le matin, ce matin en manchette, titre: fin de déclaration de candidature pour les élections législatives de janvier prochain. Vers une ruée des partis politiques à la Sénat ce jour. Aucune déclaration de candidature à 24 heures de la fin de l'opération. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, 7e et dernier rapport d'activité du président de la 8e législature. Les députés à l'unanimité donnent carte verte à Louis Vlavonou. Les impressions de quelques députés sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de Le Matin qui propose également comme titre ce matin à ses confrères: Alibori, déploiement d'un contingent de forces de défense et de sécurité. Les populations de Karimama rassurées vaquent à leurs occupations. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette: confection des listes pour les législatives de 2023. Alors que ça chauffe à l'UPR, ça jubile au bloc républicain. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, positionnement sur la liste Union progressiste Le Renouveau. Valentin Aditi Roudé plonge dans une piscine vide et perd son dentier. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, accusé de viol, ça sent le roussi pour l'honorable Hippolyte Razoumé, titre le journal ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, immortalisation du patrimoine matériel et immatériel par la Poste du Bénin, des timbres postes à l'effigie des trésors royaux. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette: pré-campagne pour les élections législatives de 2023, Union progressiste Le Renouveau, bloc républicain, le temps des inimitiés et des apparences trompeuses. Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que depuis quelques jours, les deux partis de la majorité présidentielle se livrent un combat à fleur et mouchette. On se critique, se menace et on se lance des invectives sans grande importance pour se donner bonne image auprès des électeurs. Une sorte d'opposition artificielle observée déjà en 2019 et qui semble avoir porté ses fruits selon le journal. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, élection législative de 2023, la dernière chance des démocrates. L'article à retrouver à la page 3. Le journal Le Grand Regard titre ce matin en manchette: 8e législature de l'Assemblée nationale, un décollage en trombe pour un atterrissage en douce. Vlavonou passe d'un cauchemar à un doux rêve. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, lutte contre le terrorisme au Bénin. Les forces de défense et de sécurité béninoises sortent le grand jeu pour Karimama. L'Économiste titre ce matin à la une: filation et identification de marques déposées. L'Afrique face aux enjeux du Made in Bénin. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin en manchette: plénière à l'Assemblée nationale, le 7e rapport d'activité du président Louis Vlavonou adopté. Quelques députés se prononcent sur la gouvernance du président Louis Vlavonou. Nous passons à présent au journal Le
le potentiel, port de casque obligatoire pour les passagers à moto, une décision mal inspirée aux conséquences désastreuses, estime le confrère. L'appliquer en l'état peut causer plus de morts que par accident à cause des maladies virales contagieuses. Retrouvez l'analyse qu'en fait le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Déploiement d'un contingent de forces de défense et de sécurité à Karimama, la menace terroriste maîtrisée, les populations libérées de la peur. Le journal L'événement du jour titre ce matin en manchette: dépôt de candidature pour les élections législatives de 2023. 0 dossier enregistré. Tous les partis à la Sénat aujourd'hui. La Cour constitutionnelle descend à la Sénat ce jour. Difficulté des démocrates à obtenir le quitus fiscal. L'opposition dénonce. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités qui titre ce matin à la une: commune d'Abomey-Calavi, un homme arrêté pour tentative d'enlèvement d'enfants à Révier. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin: FCBE et RLC n'iront plus ensemble aux élections législatives de 2023. Irénée Agossa fait des reproches au parti du secrétaire exécutif Paul Humpé. Le Soleil Bénin Info titre ce matin à la une: positionnement des candidats pour les élections législatives de 2023. Le BR et l'UPR soumis à rudes épreuves. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info qui titre ce matin à la une: fin du 11e congrès de la région Afrique du World Physiothérapie. Les professionnels de la kinésithérapie du monde ont tenu le pari à Cotonou. Le CICR Togo Bénin, un bras financier de la réussite. Nous bouclons la une des journaux de ce matin par le quotidien La Nouvelle Gazette qui titre ce matin en manchette: législative de 2023 au Bénin, opposition, mouvance et société civile s'accordent sur la liste électorale provisoire. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La Cour constitutionnelle du Bénin est annoncée dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mercredi 2 novembre 2022. Les sages de la haute juridiction visiteront dans la matinée de ce 2 novembre le dispositif installé par l'institution en charge des élections au Bénin pour la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 8 janvier 2023. Le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amoudaï Sifou, et son équipe auront également à s'entretenir avec les membres de la Direction générale des élections, avec à sa tête Boukari Abou-Soulé. La Sénat clôture ce jour la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 8 janvier 2023. Dans le même registre statu quo à la Commission électorale nationale autonome Sénat, à la fin de la 5e journée de l'opération de dépôt des candidatures. Aucune parti politique n'est venu déposer sa liste de candidats pour le compte des législatives du 8 janvier prochain. À la clôture ce mercredi, la Sénat s'attend à une forte activité. Hervé Sinzidoué, chef service chargé de la planification des opérations, présente la situation. On avait appris qu'un parti s'est annoncé depuis le matin, mais jusqu'à 17h30, au moment où les équipes ont fermé, qu'un parti ne s'est présenté. Certainement qu'ils sont en train de faire les derniers réglages. Très souvent, les partis ne se précipitent pas les premiers jours. Ils attendent toujours le dernier jour, la dernière heure, pour venir faire leur déclaration de candidature. Donc, nous sommes habitués et les équipes sont bien averties. La journée de demain sera très chargée, très rude pour nous. Nous avions prévu 3 salles où les déclarations de candidature seront reçues. Et donc les 3 équipes vont travailler simultanément de 8 heures, au-delà certainement de minuit. C'est-à-dire que les partis vont s'arranger pour être à l'intérieur, dans l'enceinte de la Sénat avant minuit. Ils sont habitués. Il y a globalement 2 grandes étapes. Dès qu'ils viennent, ils sont accueillis à la salle d'accueil où ils s'enregistrent dans le registre d'ordre d'arrivée. Après ça, ils sont orientés vers l'une des salles prévues pour la réception des dossiers. Et c'est au niveau de cette salle que les partis présentent leur déclaration de candidature. Donc au niveau de l'accueil, ils s'inscrivent
simplement dans le registre d'ordre d'arrivée. Et c'est une étape très importante puisque c'est ce registre qui sera utilisé pour le tirage au sort du positionnement des logos sur le bulletin unique. Le code dit bien que la déclaration de candidature va se faire en 2 catégories. Une première catégorie qui comporte 85 dossiers pour les sièges ordinaires, titulaires et suppléants, et 24 dossiers titulaires et suppléants pour les sièges exclusivement réservés aux femmes. Donc, on aura 218 dossiers par partie et chaque dossier comporte 9 pièces. La Sénat a mis à la disposition des partis politiques une solution informatique. Ils sont formés à l'utilisation de cet outil et à quelques fonctionnalités près, c'est cette même solution que la Sénat va étudier pour étudier leur déclaration de candidature. Donc, s'ils utilisent effectivement cette solution, donc c'est pour faciliter le montage de la déclaration de candidature. Donc, s'ils utilisent la solution informatique, je crois que tout se passera très bien. Face au refus des forces Corée pour un Bénin émergent FCBE de positionner son président Irénée Agossa dans la 6e circonscription électorale pour les législatives de 2023, le parti politique Restaurer la confiance RLC a confirmé son retrait de la course des législatives de janvier prochain. Ceci à la faveur d'une conférence de presse qui s'est tenue à son siège hier mardi 1er novembre 2022. Suivons ensemble la communication faite par le secrétaire général adjoint du parti, Mariano Totin, au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. Le bureau exécutif national du parti RLC s'est réuni ce mardi 1er novembre 2022 sous la présidence de M. Irénée Josias Agossa. Durant cette réunion, le bureau s'est penché sur le contenu du courrier du parti FCBE en date du 30 octobre 2022 dans lequel il affirme ne pas concéder la tête de liste au président du parti RLC dans la circonscription électorale de son choix, un préalable à l'aboutissement de la volonté des deux partis d'aller aux prochaines élections législatives sur une liste commune. Nous sommes dans la triste réalité de constater l'opposition de la FCBE a fait aboutir ce partenariat qui devrait permettre à l'opposition d'être majoritaire dans la prochaine législature. Car, nous le rappelons, dans les conditions actuelles, aucun parti de l'opposition ne peut gagner en allant seul aux prochaines élections législatives. Étant donné que pour le parti RLC, la question du positionnement du président est un préalable, le BEN apporte tout son soutien au président qui est l'incarnation de notre parti. Nous voulons rappeler à nos amis du parti FCBE que conformément à notre volonté de la liste commune, il n'a jamais été question de trouver une remorque pour les candidats RLC. Nous sommes dans la triste réalité de constater l'opposition de la FCBE a fait aboutir ce partenariat qui devrait permettre à l'opposition d'être majoritaire dans la prochaine législature. Car, nous le rappelons, dans les conditions actuelles, aucun parti de l'opposition ne peut gagner en allant seul aux prochaines élections législatives. Étant donné que pour le parti RLC, la question du positionnement du président est un préalable, le BEN apporte tout son soutien au président qui est l'incarnation de notre parti. Le BEN soutient son président, cet homme de principe et de valeur. Pour le président Agossa et le bureau exécutif national, l'enjeu des prochaines élections législatives va bien au-delà des clivages politiques et s'inscrit dans la dynamique d'une profonde mutation de la classe politique, inévitable à toute fin de cycle institutionnel. S'inscrivant donc dans cette logique, le BEN et son président aspirent à ce que le centre de gravité de cette mutation
soit au niveau de l'opposition. Il ne s'agit pas pour l'opposition de gagner seulement quelques sièges à l'Assemblée nationale, mais plutôt de contrôler le perchoir de la prochaine législature. Pour le parti RLC, l'enjeu de ces élections de 2023 n'est pas la question de la participation de l'opposition. Nous n'avons pas un problème de participation aux élections, mais plutôt de la victoire de l'opposition pour le contrôle du perchoir. Et nous avons toujours dit que l'opposition n'y arrivera pas si elle ne se met pas dans une logique d'addition et de multiplication. Et pour rester conforme à notre ligne, nous avons opté pour un retrait stratégique de notre parti. Vive le parti RLC, vive le Bénin, je vous remercie. Irénée Agossa, président du parti RLC, est revenu sur l'objectif du parti après son retrait de la course aux législatives de 2023. Le parti RLC ne participera pas à ces élections seul, nous l'avons dit et nous confirmons cela. Le parti RLC observera pour ces élections un retrait stratégique lui permettant d'être en phase avec toutes les forces politiques qui vont participer à ces élections, qui seront dans la logique de la recomposition politique de notre pays en vue de mettre en place une cohérence politique permettant le développement de notre pays. Donc ce combat se mènera circonscription par circonscription avec les forces politiques qui seront en phase avec la vision qui nous anime aujourd'hui. Donc en clair, nous serons très actifs pour la campagne, en tant que parti, mais nous n'allons pas participer à ces élections en tant que parti politique sur la liste de ceux qui seront retenus comme parti politique pour participer à ces élections. La communauté des chrétiens catholiques a célébré hier 1er novembre 2022 la fête de la Toussaint, une fête au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. Dans l'élément à suivre, le père Hubert Kedoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, nous livre les comportements à adopter pour vivre dans l'esprit de la Toussaint. Il est au micro de Francis Farami. Renouveler notre fidélité au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à l'amour. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, puisque Dieu est amour. Et nous appelle à l'amour. Notre vocation première, c'est l'amour de Dieu et l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est pour cette raison que ce jour-là est un jour de réengagement à l'amour du Seigneur dans la fidélité, cet amour qui se déploie au service de nos frères et sœurs. Donc vivre cette journée la plus belle possible, c'est se rappeler que nous sommes là d'abord pour servir nos frères et sœurs. Et tant que je vais être préoccupé par le bien-être des autres, tant que je serai préoccupé de l'accomplissement et de l'épanouissement des autres, eh bien, je suis sur le chemin de la sainteté. J'invite donc les gens à pouvoir profiter de ce jour pour se donner davantage au service de l'humanité, au service de leur famille, au service de leur pays, au service de leur Église. Selon le prêtre, il y a une différence entre la célébration de la Toussaint et le jour des morts. Des précisions au micro de Francis Farami. C'est deux choses complètement différentes. La célébration de la fête des Toussaint, c'est la célébration de l'Église universelle, invitée à participer un jour à la nature céleste et à entrer dans le royaume que Dieu a préparé pour ses enfants. Nous sommes tous potentiellement candidats et candidates à entrer, si nous voulons. Le Seigneur ne nous force pas, il nous laisse libres et cependant, il a une place pour chacune et chacun de nous et il souhaite vivement que nous puissions prendre place au festin des noces éternelles. Ça, c'est une fête, c'est la fête éternelle, c'est l'Eucharistie éternelle.
une action de grâce dans la contemplation divine pour toujours. Tandis qu'il n'y a pas de fête des morts, il n'y a pas de fête dans le Seigneur. Les morts ne louent pas. Il n'y a pas de fête dans la mort. Les morts ne louent pas le Seigneur. Non. Donc on ne parle même pas, c'est un abus que de dire fête des morts. C'est plutôt le 2 novembre qui est la journée de prière et de commémoration de nos parents défunts. C'est le jour de prière, c'est-à-dire ce jour-là où nous rentrons en communion, nous supplions le Seigneur, nous demandons au Seigneur la grâce que tous nos défunts puissent avoir la chance de participer au banquet éternel. La loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières votée le 4 octobre dernier à l'Assemblée nationale a été promulguée par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, le 19 octobre dernier. Une cour habilitée à connaître des actions immobilières, des actions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le contentieux des actes administratifs relatifs au foncier reste de la compétence du juge administratif. Le juriste Konaïd Akodenudje explique les termes contenus dans la prérogative du juge administratif. Il est au micro de Nansrine Fatoumbi et Quentin Amoussou. Parlons de contentieux. Ce qu'il faut comprendre généralement, c'est un litige qui a été soumis à un juge, c'est-à-dire une contradiction entre deux ou plusieurs personnes. Et puisque nous sommes dans le domaine foncier ici, il s'agit d'un litige qui naît entre deux ou plusieurs parties et qui porte sur des biens fonciers. Ça peut être des immeubles, ça peut être des terres non battues, ça peut être également des biens privés ou des biens qui relèvent du domaine public. Et ce qu'il faut comprendre lorsque nous sommes dans le cadre de cette juridiction spéciale qui a été créée, c'est qu'elle est compétente pour connaître des affaires liées aux droits réels immobiliers. Et je l'ai dit tantôt, les droits réels immobiliers sont des actions qui permettent aux citoyens de demander la protection de leurs biens par le juge. Et donc, lorsqu'un citoyen, par exemple, a été victime de la vente illégale de ses biens immobiliers, il peut facilement saisir le juge pour avoir gain de cause. Parce que ça se passe très souvent, deux personnes qui ont leur parcelle côte à côte, l'un qui construit sur la parcelle de l'autre ou qui augmente le volume, la superficie de sa parcelle, cela permet donc à l'autre de saisir le juge et d'obtenir gain de cause. Donc le juge va déterminer en fonction des contingences liées à l'affaire quelle est la décision qui sera la mieux à prendre. Pour finir, accusé de viol présumé sur sa secrétaire le 26 septembre dernier, le député Nounagmon Hippolyte Razoumen est convoqué à l'Office central de la protection des mineurs ce mercredi 2 novembre. Selon les faits dénoncés par la victime et son mari à travers un message audio devenu viral sur la toile, le député aurait approché le mari avec de l'argent pour son silence et étouffé l'affaire. Une demande rejetée par la victime et son époux. Hippolyte Razoumen aurait agi en complicité avec le conseiller communal Moïse Yerwenou, qui lui aussi est convoqué par la police. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Ousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous passons à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, le professeur David Kofi Aza est sur ce plateau. Il a d'ailleurs pris l'engagement d'être à nos côtés tous les mercredis pour nous édifier sur une thématique. Bonjour à vous, David Kofi Aza. Bonjour. Je rappelle aux amis internautes que vous êtes prêtre de phare, que vous êtes également le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. Merci d'être à nos côtés tous les mercredis matin. C'est un devoir. Alors, avec vous, ce matin, nous allons parler de Sakpata, de la divinité Sakpata. Dites-nous, à nos amis internautes, comment peut-on présenter cette divinité-là pour ceux qui en entendent juste parler et qui n'ont pas grande connaissance de la dite divinité-là?
Pour la présenter, Sakwata, c'est perçu dans notre tradition comme le dieu de la maladie, donc de tout ce qui est maladie cutanée et autres, et également maladie de la chair. On va revenir sur les précisions parce que ça influence diversement l'homme et la femme. Mais également, il faut dire que c'est l'énergie tellurique, qu'on appelle encore Yum, qui prend sa source depuis le sous-sol terrestre jusqu'à la surface de la Terre, mais qui est une énergie de fécondité. C'est-à-dire c'est l'énergie qui permet aux hommes, aux animaux et aux plantes, donc la faune et la flore, d'être féconds. Et également, c'est l'énergie qui contrôle en quelque sorte toutes les fluctuations au niveau, les influx au niveau de notre système planétaire. Et il faut également dire que Sakwata est comme un dieu, puisqu'il a été déifié chez nous avec ses différentes ramifications, en commençant par sa source première qui est la mère de Sakwata, qui est Onkuyananu, et avec toute la ramification qui y va avec. Donc, en un mot, Sakwata, c'est le dieu de la santé, c'est le dieu du corps physique qui s'occupe de la santé physique de l'homme, mais également c'est le dieu de la fertilité du sol et du sous-sol. Donc, quand il y a une richesse du sous-sol quelque part, c'est que Sakwata a pris par là. Quand il y a une très bonne récolte, c'est que Sakwata a pris par là. Quand il y a de la grande forêt, Sakwata a pris faisant par là. Alors, lorsqu'on parle de ces ramifications, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ces ramifications-là? Les 10 ramifications, c'est-à-dire que quand vous prenez géologiquement parlant, nous avons diverses formes de terre. Et chaque terre, nos aînés lui ont attribué un nom de façon spécifique. Déjà, la mère des Sakwata, c'est-à-dire la mère génitrice de tous les Sakwata, est déjà appelée Yonkuyananu. Mais en dehors de ça, celui qui garde l'accès au palais de Yonkuyananu, c'est Bossou Zouhon. C'est ce Sakwata qui garde l'accès au palais de Yonkuyananu. Donc c'est comme en un mot, le Saint-Pierre, celui qui garde la clé. Mais celui qui accompagne la reine de Sakwata, c'est Aglo. Bossou Ronron Aglo nos épons. C'est-à-dire que quand Bossou ouvre la porte, c'est Aglo qui accompagne la reine. Mais en dehors de ça, nous avons par exemple Dada Zoji, qui est l'un des Sakwata les plus populaires dans le Panthéon. Et après Dada Zoji, nous avons Avimandje, qui est aussi très connu. Puis après, nous avons Aglosum Metor, nous avons Pese Yotanou, nous avons, comment dirais-je, le Sakwata qui est lié qui s'occupe des dents. Lui, on l'érige généralement sur une tombe qu'on appelle Pese Yotanou. Une tombe, pourquoi? Une tombe, c'est pour ça qu'on l'appelle Yotanou, c'est-à-dire celui qui vit sur la tombe. C'est cette variété de Sakwata érigée généralement sur la tombe. Est-ce qu'il n'y a pas une relation avec le culte de la mort? Mais évidemment, il y a une relation avec le culte de la mort, puisque le père des Sakwata, c'est le seigneur Yamaduta, qu'on appelle le roi de la mort. Nous, on l'appelle Kurosu. Kurosu, c'est le père de tous les Sakwata. Donc, le seigneur de la mort, c'est le père des Sakwata. Maintenant, après ça, nous avons également Dada Sindji, par exemple, Dada Wangan, et tout ce qui va avec. Alors, avant de parler de l'influence de Sakwata sur l'être humain et la femme, sur l'homme et la femme, j'aimerais bien savoir, lorsqu'on parle de Sakwata, quelle est sa relation avec la création de l'homme en tant qu'entité? Puisqu'on parle de Sakwata, on parle de la terre, on parle du corps humain, on sait que l'homme est né poussière, repartira poussière. Alors, est-ce qu'il y a une entre-relation à ce niveau-là? Il y a une relation, parce que vous savez, lors de la gestation, chacune des 4 divinités de base de notre panthéon défile, y compris la 5e. Donc, la première divinité à défiler, c'est ses dents, qui fait naître déjà le cœur, déjà à partir de la 2e ou 3e semaine, qui fait naître le cœur du bébé. Et après, quand Dan finit de défiler, il y a Rebeso qui défile. Et après, il y a Taurus qui défile. Mais la dernière divinité, ou l'avant-dernier à défiler, c'est Sakwata, pour former le corps physique du nouveau-né, donc du fœtus qui est en gestation. C'est Sakwata qui vient pour former le corps. Mais la 5e divinité qui est Minona, qui intervient, c'est pour nourrir tous les organes. Donc, lui, il est logé au niveau du sang de l'individu. Donc, Sakwata intervient à la naissance. Donc, durant toute la gestation, c'est Sakwata qui intervient. C'est comme ce même processus l'a fait intervenir le Fa sur les 9 lunaisons. C'est-à-dire que quand un enfant amorce sa gestation, déjà les 4 premiers jours de la fécondité, après la fécondité, le fœtus est à l'intérieur de l'utérus avant de se fixer. Mais après
Ça, le fœtus parcourt 9 lunaisons de 28 jours, ce qui fait 252 jours. Plus les 4 jours d'errance, ça fait 256 jours qui correspondent aux 256 signes du Fa. Donc le processus de gestation, c'est le processus de la traversée des signes du Fa depuis Djogbe jusqu'à Fumeji. Donc c'est la même chose pour les entités. Donc Sakwata est l'avant-dernière entité à intervenir sur le fœtus, de sorte qu'il est toujours présent sur n'importe quel individu. Mais seulement qu'à la naissance, il y a une des 4 divinités là qui prédomine. Si Sakwata prédomine à la naissance, c'est en ce moment-là que vous subissez ces influences. Mais si c'est dans qui prédomine, vous subissez également ces influences, ainsi de suite. Alors, comment on peut reconnaître un homme qui est sous l'influence du Sakwata? Lorsque un ami internaute qui nous suit là maintenant, comment il peut s'identifier comme être quelqu'un qui est sous l'influence de Sakwata? Justement, c'est que c'est difficile à identifier de façon physique. La seule chose qu'on peut retenir, c'est de regarder la plante des pieds de l'individu. Si l'individu est influencé par Sakwata, il y a de petites taches plus ou moins noirâtres qui jonchent la plante des pieds de l'individu. Et là, on a la certitude que cet individu-là est influencé par Sakwata. Alors, quels sont les bienfaits que Sakwata peut faire sur l'homme? Déjà, c'est la divinité qui assure l'abondance. Quand on parle d'abondance matérielle, financière, même professionnelle, si on peut le dire ainsi, c'est pour ça qu'on appelle Djerosu, c'est-à-dire que le roi de la fortune, Sakwata. Donc, il s'occupe de l'abondance, puis il s'occupe de la, comme je l'ai dit, de la fertilité. Donc, si ce que vous entreprenez, parce que si vous n'avez pas la fécondité en vous, vous entreprenez quelque chose, la chose échoue. Vous devez avoir la fécondité en vous. Donc, si tout ce que vous entreprenez doit être fécond, c'est le rôle de Sakwata, de féconder tout ce que vous faites pour que ça puisse porter des fruits. Mais en dehors de ça, si vous devez jouir d'une très bonne santé physique, et être capable d'affronter toutes les vicissitudes de la vie sans pour autant rentrer dans les travers de médicaments ou de tisanes par-ci par-là, c'est Sakwata également qui s'en occupe. Maintenant, si vous devez avoir une très bonne progéniture, parce que hier, aujourd'hui, bon, la vision a un peu changé, sinon hier, celui qui a beaucoup d'enfants, c'est celui qui est riche. C'est pour ça qu'on dit hier, c'est celui qui a plus d'hommes que toi, à tout plus que toi. Donc, pour avoir une très bonne progéniture, donc avoir des enfants et des enfants en bonne santé, parce que tout ne suffit pas d'avoir des enfants, on peut avoir des enfants qui sont pratiquement inutiles parce que physiquement, ils sont handicapés. Donc, avoir des enfants en très bonne forme physique, ça dépend également de Sakwata. Donc, tout ce que l'homme doit avoir comme support pour son bien-être matériel, psychique, spirituel et tout, dépend de Sakwata. Ça dépend de Sakwata. Maintenant, comment ceux qui nous suivent, par exemple, à l'instant, peuvent rentrer dans la jouissance de ces bienfaits de Sakwata? Si l'énergie n'est pas sur vous, ça ne servira pas à grand-chose. Parce qu'il faut d'abord s'assurer que vous êtes sous l'influence de Sakwata. Et ce n'est qu'à partir de là maintenant qu'il y a des rituels d'harmonisation qu'on fait pour vous harmoniser avec l'énergie tellurique, afin de pouvoir maintenant bénéficier de tous ces bienfaits de fécondité, d'abondance, d'élévation, de prospérité et tout. Donc, il faut d'abord que vous ayez la divinité en vous. Et maintenant, la deuxième étape, c'est de passer à l'harmonisation. Il y a d'autres qui quittent même l'état d'harmonisation pour l'érection de la divinité chez eux. Donc, ils ont la divinité chez eux et directement, ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent. Alors, lorsque vous dites qu'ils ont la divinité chez eux, est-ce à dire que, bien qu'on ne soit pas sous l'influence de Sakwata, on peut demander à ériger Sakwata chez soi? On peut demander, si vous n'êtes pas sous la divinité, sous l'influence de la divinité Sakwata, vous pouvez demander à avoir Sakwata chez vous pour bénéficier de ces bienfaits directement. Et mais quel est l'intérêt ou l'utilité d'avoir le fétiche érigé chez soi? Au lieu d'aller chez le Bokono, le vaudou, voilà, pardon, autant pour moi. Quelle est l'utilité d'avoir le vaudou chez soi au lieu d'aller chez le Bokono ou le prêtre de Fa tout le temps? Si vous allez chez le prêtre du Fa ou chez un autre vaudou, non, pour demander, solliciter l'appui de son vaudou, pour régler un certain nombre de problèmes dans votre vie, c'est qu'en retour, vous apportez forcément quelque chose. Vous allez apporter plus que ce que vous devriez apporter. Ça, là, c'est sûr, parce qu'il ne fait pas de la philanthropie. Et deuxième chose, quand le vaudou va finir de régler ce pourquoi vous l'avez sollicité, son rôle s'arrête là dans votre vie. Et il reprend encore son chemin. Maintenant, si vous l'avez chez vous, même si vous ne le demandez pas,
tout ce qui peut concourir à votre bonheur, à votre bien-être, à votre élévation matérielle, financière et tout, le vaudou lui-même s'auto-saisit et le fait. Parce que c'est qu'en le faisant, quand ça va venir, lui-même va en bénéficier. Et là, vous allez donner le juste minimum qu'il faut. Mais quand vous allez ailleurs, vous allez donner plus qu'il faut et vous aurez moins d'intervention. Or, si c'est chez vous, vous donnez le minimum, vous avez le maximum d'intervention dans votre vie, même si vous ne demandez pas. Alors, puisqu'on en parle, on parle de Sakwata, c'est ceux qui nous ont suivis à l'instant. Il y en a peut-être qui ont cette envie d'ériger le Sakwata chez eux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des contraintes lorsqu'on veut ériger, par exemple, un vaudou chez soi, c'est-à-dire, par exemple, Sakwata chez soi, est-ce qu'il n'y a pas des contraintes? Est-ce que les enfants peuvent côtoyer l'environnement où le vaudou est érigé? Est-ce que là où le vaudou est érigé, est-ce qu'il y a des conditions requises pour l'érection de ce vaudou-là? Est-ce qu'il y a des préalables? Il y a des préalables. Ce qui est sûr, une fois que l'entité est érigée dans la maison familiale, ça devient un vaudou de la famille. Donc même les enfants... Mais si c'est au domicile privé? Même si c'est au domicile privé, vos enfants peuvent y avoir assez facilement. La seule condition où il y a quelques exceptions, c'est qu'un garçon qui vient de faire l'amour avec une femme ne va pas y aller. Ne pas s'approcher de la divinité. La femme qui est en menstrue ne peut pas s'approcher de la divinité. La femme qui vient de faire l'amour ne peut pas s'approcher de la divinité. Et quand vous allez à une cérémonie d'enterrement et que vous avez côtoyé le corps, le jour-là, vous êtes exclu d'approcher la divinité. Donc, c'est en dehors de ça, je crois que c'est des sources d'énergie pure. Donc, il faudrait être aussi dans une certaine disposition de pureté et de sainteté avant de s'approcher. Si en dehors de ça, n'importe quel enfant de la famille, une fois que le papa est érigé dans le domicile privé, n'importe quel enfant de la famille, y compris même son épouse, peut y avoir accès à la divinité, peut même solliciter la divinité pour des interventions ponctuelles. Pour des interventions ponctuelles. Alors, est-ce qu'on peut être chrétien, on peut être musulman et cependant vouloir ériger chez soi Sakwata? Au niveau de Sakwata, ça ne pose aucun problème. Peut-être au niveau de sa foi chrétienne où on estime qu'il faut plus s'approcher d'autres dieux en dehors de l'être suprême qu'on prône, même si on sait qu'il y a toute une multitude de saints autour qu'on invoque, qui sont aussi des dieux qu'on invoque dans la chrétienté, au niveau de Sakwata, il n'y a aucun problème. Et puis, dans les réalités cosmiques, il n'y a pas de barrière énergétique entre les divinités. C'est-à-dire que vous pouvez être... Écoutez, il y a des dizaines de prêtres ou pasteurs et tout ça qui ont leur fa, qui ont érigé les divinités qui sont sur leur fa, mais qu'ils cachent aux fidèles. Et c'est ça qui fait leur élévation matérielle et spirituelle. Et c'est ça qui fait également leur prospérité. Donc, il n'y a pas d'antagonisme. Maintenant, les barrières que nous observons aujourd'hui, ce sont les barrières que les hommes ont fixées au nom de Dieu. Pour dire, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, c'est un Dieu émotif. Or, quand on est jaloux, on pose des actes insensés. Et je ne pense pas que Dieu soit insensé jusqu'à être jaloux pour poser des actes qui ne sont pas très bien. Alors, lorsqu'on parle de bienfaits, on parle aussi de méfaits. Alors, quels sont les méfaits de Sakwata? Est-ce que Sakwata a de méfaits? Non, je ne pense pas. Mais si vous êtes sous son influence et que vous ne manifestez pas la reconnaissance qu'il faut, vous pouvez avoir des revers sur le plan santé. Je donne un exemple très clair. Est-ce que vous parlez de reconnaissance qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut comprendre précisément? C'est-à-dire l'harmonisation, le rituel d'harmonisation. Si ce n'est pas fait, il y a souvent des revers. Une femme, par exemple, qui est sous l'influence de Sakwata et qui n'a pas fait les rituels d'harmonisation qu'il faut, d'abord, ça commence à se manifester au niveau de l'utérus. Ça fait apparaître des tumeurs au niveau de l'utérus. Ce que la femme peut être influencée par des problèmes de myome, de kyste, de trompe bouchée, de fibrome. Et après, ça va faire le lit à une stérilité primaire. Et si rien n'est fait jusque-là, à un moment donné, ce sera une stérilité secondaire, donc totale. Ça c'est quand il s'agit de la femme. Et c'est la même chose quand il s'agit de l'homme aussi. Il va commencer par avoir des défaillances hérétiques, puis après, des défaillances au niveau de liquide prostatique, des défaillances au niveau des testicules qui produisent les spermatozoïdes, et au bout du rouleau, ça va faire le lit à une stérilité primaire. Les histoires d'oligospermie, de tératosospermie vont commencer par s'installer. Et au bout du rouleau, il va perdre complètement toutes les cellules au niveau de son sperme, et son sperme sera incapable de féconder une femme.
Et en dehors de ça, maintenant, c'est pour empêcher la reproduction, puisqu'il est le dieu de la fertilité, donc de la fécondité. Et si on ne lui manifeste pas la reconnaissance, c'est le contraire qui se manifeste, donc l'infertilité s'installe rapidement. Mais en dehors de ça, ça agit également sur les acquis. C'est-à-dire que vous avez peut-être un véhicule, vous avez peut-être une maison, la maison commence pas à se délabrer d'elle-même, ça va commencer à avoir des problèmes de fuite d'eau par ici, et ainsi de suite. Donc les acquis que vous avez vont commencer par chanceler dans votre main. La voiture peut tomber en panne peut-être tous les 2 jours ou chaque semaine, vous aurez dépenser, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut à Sapata. Parce que vous n'avez pas fait juste ce qu'il faut à Sapata. Une fois que vous êtes sous son influence, vous êtes tenu de vous harmoniser. Mais beaucoup de personnes estiment que pour aller vers le vaudou, c'est beaucoup d'argent. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que le vaudou ne vous demandera pas les yeux de la tête, ce qui est sûr. Qu'est-ce que le vaudou nous demande? Peut-être un demi-litre d'huile rouge, c'est ça qui est beaucoup d'argent. Juste un flacon de sucrerie, c'est ça qui est beaucoup d'argent. Juste une bouteille de liqueur, c'est ça qui est beaucoup d'argent. Juste un poulet de 2500 ou de 3000, c'est ça qui est beaucoup d'argent. Je ne pense pas. Le vaudou ne demande pas. Il ne demande pas un bœuf? Les vaudous qui demandent un bœuf sont les divinités liées à la royauté. Dada vaudou. Ce sont les divinités liées à la royauté qui demandent des bœufs. Mais si la personne aspire à être un roi? Non, même si la personne aspire à être un roi, pas donner de bœufs à sa divinité. C'est les divinités qui sont déjà érigées sur le symbole royal qui demande des bœufs. Sinon, la plus importante chose qu'une divinité va vous demander, c'est un mouton. Maximum 25-30 000, vous allez dire un mouton que vous donnez à la divinité. Et il ne vous demandera ça qu'une fois l'an. C'est ça qu'on appelle huetan. C'est-à-dire, une fois l'an, vous lui offrez un mouton. Mais ça dépend aussi de la divinité. Ça peut être une divinité qui consomme le bélier, Agbo. Vous aurez dépensé peut-être 40, 45 000 ou 50 maximum pour lui offrir un bon bélier. Mais si l'intéressé est généreux et qui veut nourrir... Il peut en donner plus. En donner 5 l'année. Mais moi, quand je vais faire Huetanou, c'est des dizaines de moutons que je donne à ma divinité. Donc, c'est compte tenu de ce que la divinité vous a fait. Et vous lui manifestez la reconnaissance. Mais le minimum que vous pouvez faire, c'est au moins un seul mouton et une fois par an. Alors, donc je ne pense pas que ça soit beaucoup. Alors, lorsque l'on revient à Sapata et que vous dites que c'est le dieu de la maladie, ça donne la santé, ça contrôle la santé, le corps et la fertilité. Alors, est-ce que ces connaissances-là, vous ne les mettez pas au profit de la médecine moderne? Est-ce que c'est à nous de mettre ça au profit de la médecine moderne ou bien c'est à la médecine moderne de venir vers nous pour en savoir davantage? C'est-à-dire que nous avons mis en place un système éducatif calqué sur le système occidental qui est un système culturicide. C'est-à-dire un système programmé pour tuer notre culture. Nos enseignements sont basés sur nos réalités endogènes. Quand vous prenez un médecin béninois, bien formé à l'occidental, qui se retrouve en Occident, il va exceller, comme tout autre. Mais quand il va se retrouver ici, lui va constater qu'il a des différences. C'est-à-dire il va constater qu'il aura des échecs. Parce que une bonne partie des maladies que nous traitons dans nos hôpitaux modernes ont pour source nos réalités endogènes. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des connaissances endogènes pour provoquer des maladies. Vous allez constater, la médecine moderne va constater les effets de la maladie, mais ne peut pas identifier avec précision la cause de la maladie. Et quand c'est comme ça que vous n'arrivez pas à identifier la cause réelle de la maladie, vous aurez du mal à traiter les effets de façon efficace. Ça va être de façon palliative. Donc, vous avez des soins palliatifs que vous allez faire à l'individu, et l'individu va toujours continuer à souffrir. Parce que les gens traînent des maux sur plusieurs années sans pour autant trouver la solution au niveau de la médecine moderne. Pas parce que la médecine moderne est inefficace, mais parce que la cause de cette maladie-là ou de ces maladies-là sont occultes, sont intangibles. Donc, on ne peut pas toucher du doigt. Donc, scientifiquement, on ne peut pas prouver. Mais les effets sont constatables. Et c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par Sapata Si? Sapata Si, c'est l'adepte de Sapata. C'est l'individu qu'on a consacré à Sapata. Ça peut être un homme comme une femme. Donc, même si c'est un homme, on l'appelle Sapata Si. Si c'est une femme, on l'appelle aussi Sapata Si. Donc, c'est tout individu consacré
à la divinité Sapata. Alors, comment quelqu'un qui n'est pas vaudouci peut identifier tout de suite lorsqu'il voit des adeptes de Sapata parmi des adeptes de dents ou des adeptes de tronc? Comment il peut l'identifier? Ils sont identifiables, mais si vous n'êtes pas initié, vous aurez du mal à les identifier. C'est-à-dire que quand vous observez les vaudoucis sortis en train de faire des prestations, la première des choses qu'on observe déjà chez le Sapata, c'est quand on la voit, c'est sa perle. Les perles de Sapata ont une couleur rouge au vin. Quand vous remarquez ça là, entrecoupé par ce que nous appelons roulant, c'est des noix qu'on utilise pour entrecouper les perles. Quand vous voyez ça, vous savez en même temps que c'est un adepte de Sapata. La deuxième chose, quand vous les voyez danser, le Sapata, il danse de façon à exprimer la rotondité de la terre. C'est-à-dire qu'il danse de façon en cercle pour exprimer la rotondité de la terre. Mais quand vous prenez l'adepte de dents, sa perle, c'est une perle blanche, entrecoupée par d'autres perles bleues, de couleur bleue. Et là, on sait que ça, c'est dent qui est là. Et si l'adepte de dents danse là, il danse pour exprimer la marche du reptile. Donc, il rampe. Donc, on retrouve cette forme-là, de cette démarche-là, dans sa manière de danser. Maintenant, quand le Tohosi, parce qu'il y a Sapata, il y a pas, il y a danse, il y a pas, il y a Tohosi. Tohosi, c'est l'adepte de Tohosu. Et quand vous prenez leur père, là, vous allez voir en même temps que c'est fait à base de petits coquilles d'escargot. On appelle ça Togo. C'est de tout petits coquilles qui forment de graines d'haricots. Donc, chaque divinité a sa manière spécifique. C'est comme les Rebeso, leur pelle, c'est rouge vif. Quand vous voyez rouge vif, vous savez que là, c'est Rebeso qui est là. Et là, quand il danse avec fougue, avec vigueur, et il saute, tout comme si, pour exprimer la descente la foudre? Oui, de la foudre, du tonnerre, en quelque sorte. Alors, pour finir, lorsqu'on reste en parlant de Sapata toujours, est-ce qu'au niveau du CONASEP, vous n'avez pas effectué des productions pour vanter les mérites de ce vaudou-là? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que, vous savez, au niveau du vaudou, il faut être un peu prudent pour ne pas mettre tout à nu devant des profanes. C'est vrai que nous avons prévu faire des sorties, des conférences, des sensibilisations, même des formations. Parce que l'un des tas que nous avons au niveau de la tradition, c'est qu'on ne forme pas nos dignitaires. Or, on doit être dans une démarche de formation continue. Donc, ça fait partie de notre programme de travail annuel pour 2023-2024 que nous allons commencer à mettre en œuvre dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine. Alors, lorsqu'on parle toujours du vaudou Sapata, on parle du vaudou Sapata, vous en avez parlé longuement tout à l'heure. Le vaudou lui-même, Sapata, lorsque vous êtes détenteur de ça, lorsque vous l'avez chez vous tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des avantages, mais lorsque vous partez, comment les enfants, eux, l'entretiennent? S'ils n'étaient pas initiés. S'ils n'étaient pas initiés, ils sont obligés d'aller voir un initié. Et on doit enlever la main de leur papa qui est parti, donc de leur papa défunt. Parce que dès que l'individu qui a ça meurt, on ne s'approche plus de la divinité. Parce qu'il se retrouve autour de la divinité. Donc, il faut arrêter toute démarche envers la divinité et maintenant voir les initiés pour qu'on fasse les rituels. Si vous décidez de conserver la divinité, on fera les rituels qu'il faut pour enlever la main de votre papa au moment de la divinité. Et on va maintenant choisir quelqu'un d'autre en lieu et place pour continuer à vitaliser la divinité. Mais si vous ne voulez plus conserver la divinité, vous dites aux garants de la tradition et on récupère la divinité. Et il y a quelques pas spécifiques qu'on va la mettre définitivement. Alors, dernière ou avant-dernière question, pourquoi dit-on que Sapata fait partie des vaudous les plus redoutés? À cause de sa colère? Pas sa colère, mais des revers. Quand on commet des impairs vis-à-vis de Sapata. C'est-à-dire que l'adepte de Sapata se doit d'être le plus honnête possible. Je dis bien, l'adepte de Sapata se doit d'être le plus honnête possible. Parce que s'il est plongé dans des actes qui ne sont pas très bien, c'est Sapata lui-même qui s'occupe de lui et règle son compte. S'il passe son temps à tuer des gens, s'il passe son temps à envoûter des gens, s'il passe son temps à commettre des impairs, c'est Sapata même qui règle son compte.
Un. Deuxième chose, si dans un cas d'incertitude, on demande aux adeptes de venir jurer leur non-complicité vis-à-vis de la situation, et si éventuellement ils étaient complices, ils sont obligés de l'avouer. S'ils ne l'avouent pas et qu'ils font le vœu ou le serment de non-complicité, le lendemain, même Sakwata s'en occupe et règle leur compte. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il est redouté. Il est redouté. Lorsqu'il règle leur compte, c'est-à-dire que... Il est tue. Il est tue, c'est comme ça. Si vous avez commis des impairs, qu'on vous demande de confesser que vous dites que vous n'avez rien fait, les humains n'ont aucun moyen pour, puisqu'ils n'ont pas de preuves. Mais celui qui a la preuve sur la terre sur laquelle vous avez fait, s'en occupe. Et le problème qui se pose encore à ce niveau, quand Sakwata tue quelqu'un, on ne l'enterre pas dans un cercueil. Pourquoi? Il faut le mettre en contact direct avec la terre. On l'enroule juste dans un bagne et puis on le fout en terre. Parce qu'il n'a pas droit à sépulture. Il n'a droit à rien. Alors, dernière question, pour finir, ce que vous dites est très émouvant. Lorsque l'on parle toujours de la divinité Sakwata et que vous le dites ainsi, est-ce qu'on peut aller vers Sakwata pour se plaindre de quelqu'un? Mais exactement, si vous allez vers Sakwata pour vous plaindre de quelqu'un, que la personne est effectivement coupable, Sakwata s'en occupe. C'est pour ça qu'il est redouté. Un mot à l'endroit de nos amis internautes là, sur cette divinité-là pour conclure. Pour conclure, je vais juste dire, parce que une chose n'est mauvaise qu'à celui qui la considère comme telle. Et toute énergie, avant qu'elle ne soit énergie, il faut qu'elle soit dotée des deux polarités, dont le positif et le négatif. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il faut négativiser tout ce que nous avons dans la tradition, parce que le rôle de Sakwata, c'est de pouvoir mettre en place un environnement propice, un cadre sain pour que chacun puisse vivre librement et vivre honnêtement et sincèrement. Donc, si ce cadre-là est biaisé ou si ce cadre-là est souillé, c'est lui-même qui s'en occupe. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, non. Il recommande la pureté, la sincérité et l'honnêteté. Et pour finir, je dirais que chacun essaie de chercher à mieux se comprendre, de savoir quelles sont les influences qui sont avec elle. Si vous êtes influencé par Sakwata, réglez le problème de Sakwata pour éviter la stérilité primaire. Parce que la médecine ne pourra rien par rapport à ça. Merci à vous et que la terre nous procure l'abondance matérielle et financière. Merci. Amen. Puisque tout le monde la recherche, cette abondance matérielle et financière. J'espère que vous avez déjà pratiquement effectué la conclusion. Ce n'est plus le devoir de réeffectuer une conclusion. Je tiens à rappeler aux amis internautes que ce jour, nous avons échangé sur Sakwata et que mercredi prochain, nous parlerons de dents. C'est bien ça? Oui. Merci pour l'engagement. Merci et à mercredi prochain. Merci à vous, chers amis internautes. Nous passons à présent au sport. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La phase zonale du championnat universitaire édition 2022 va être lancée le 12 novembre 2022. En prélude à cette compétition, les équipes universitaires de la zone nord ont été fixées le lundi dernier sur leurs différents adversaires. Elles sont au total 12 en football, 7 en basketball et 4 en handball à prendre part à cette compétition. L'équipe de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE va prendre part à la compétition dans la zone nord uniquement en football. Elle est classée dans le groupe B aux côtés de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG et de la faculté de droit et sciences publiques FDSP. Toujours championnat universitaire, ESAE est également engagé dans la zone sud avec son équipe ESAE FC. En guise de préparation, ESAE Football Club a affronté hier sur le terrain du centre Don Bosco l'équipe de l'université UCAO qu'elle a battu sur le score de 2-0. Le compte rendu vous est proposé par nos reporters. ESAE FC s'impose 2-0 face à la sélection de l'UCAO. En guise de préparation pour les Jeux universitaires 2022, les deux équipes se sont affrontées pour s'évaluer avant la compétition. Dès l'entame, ESAE FC a très vite montré ses griffes. Mais l'équipe de l'UCAO va résister jusqu'à la fin de la première partie qui coïncide avec une faute plus. De retour des vestiaires et sous les caprices de Mère Nature, ESAE FC trouve le chemin des filets avec Idriss Tiamiou. Galvanisé par le premier but, la sélection de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE inscrit le deuxième but par l'entremise du capitaine Fad Akintola. ESAE FC signe cette victoire qui vient confirmer ainsi sa bonne forme pour le démarrage des Jeux universitaires. Ça s'est soldé sur une victoire et nous ferons l'effort de nous améliorer plus afin d'être totalement prêts pour mieux gérer le championnat. Ils nous ont mis dans une poule où on fera de notre mieux pour être le leader. Et notre objectif, c'est d'atteindre le sommet, occuper la première place au niveau national. Les étudiants de Clément Adéchian vont évoluer dans la poule A aux côtés de Euseb Le Berger, ESM Bénin et l'ENEAM durant cette compétition. Le projet Roller Sport comme un levier d'émancipation des filles et des femmes de la Fédération béninoise de roller sport se poursuit après un don d'équipement de roller fait aux élèves des différents collèges ciblés. La première séance d'initiation à la pratique du roller a eu lieu du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au total, 31 filles âgées de 10 à 14 ans ont répondu présentes à cette séance organisée par la Fédération Toujours Roller à l'occasion des Jeux mondiaux de roller sport connus sous le vocable World Roller Game organisé cette année en Argentine. Le Bénin s'est fait représenter par son juge de inline freestyle Thierry Dossouyovo, actuel président de la commission technique de inline freestyle. Celui-ci va officier aux côtés des juges internationaux de World Skate au cours de la plus grande compétition mondiale de roller rassemblant plusieurs athlètes venus des 4 coins du monde. Au football, au lendemain de l'élimination de la sélection olympique béninoise au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023 le dimanche dernier, Colombe Oussou a recueilli l'avis de quelques journalistes sportifs sur la prestation des écureuils et sur la loi du but marqué à l'extérieur. Suivez plutôt. Échouer à une compétition, ce n'est pas la fin du monde. C'est se relever de cet échec-là, travailler pour aller de l'avant, le plus important. Les écureuils U23 nous ont fait rêver tout simplement. Ils avaient 2 buts à remonter, je pense qu'ils l'ont fait déjà avant la pause. On y avait cru jusqu'au bout. Le 3e but est intervenu après la 70e minute. C'est un autogol qui vient tout gâcher, hein, parce que jusqu'à la 85e minute de jeu, le Bénin était déjà qualifié, mais un autogol a tout gâché. Il faut féliciter les gars, ils ont fait
l'essentiel. Et on a vu des écureuils qui ont vraiment bataillé dur, des écureuils qui ont compétité dur. On a vu également un coaching gagnant du côté de Adoula. Nous avons vu des jeunes très engagés qui ont voulu obtenir la qualification pour cette compétition. Ça s'est fait concrétiser dans les premières 45 minutes par l'égalisation sur l'ensemble des deux matchs. 2 buts déjà avant la fin de la première partie. Et après, au retour, ils n'ont pas baissé d'intensité. Ils sont allés au 3e but. Malheureusement, la qualification ne viendra pas. Un résultat qui fait mal aux supporters béninois. Si j'enlève mon manteau de journaliste, je suis supporter, je suis béninois après tout. C'est un résultat qui fait mal. Surtout que nous étions à quelques minutes de la qualification. Nous avions remonté les 2 buts. C'était déjà un exploit en première partie de revenir à hauteur du Soudan 2-0. Nous avions marqué le 3e but tant souhaité. Et c'est des fautes. C'est des fautes. On ne pourrait pas accuser celui-là qui a marqué le but contre son camp. C'était venu contre le cours du jeu. Première seule grosse occasion du Soudan et ça a payé cash. On a eu droit à une campagne assez intéressante côté écureuil, surtout sur la rencontre. Quand on suit cette rencontre où le score à l'arrivée était de 3-1, on a vu que les Béninois méritaient largement de passer parce que quand on regarde la physionomie de la rencontre, dans les grands moments, dans les débats, c'était beaucoup plus les Béninois qui étaient au-dessus. Il faut dire que hier, on a senti l'engagement chez les jeunes. Il y avait l'engagement, il y avait l'ambition, il y avait cet esprit de gagne. Remonter 2 buts à la première mi-temps et ce sont les écureuils qui le font. Moi j'étais étonné hier au stade. Des jeunes qui ont réussi à combiner le ballon, à enchaîner jusqu'à une dizaine de passes sans perdre le ballon. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Donc j'ai eu l'impression que ce n'était pas le Bénin. Il y avait eu de la production de jeu, les jeunes étaient engagés, ça allait de l'avant. Ce n'était pas un bloc bas comme nous l'avons l'habitude de voir avec nos équipes nationales. Donc malheureusement la qualification n'est pas arrivée. Je ne sais pas s'il faut parler de mérite ou s'il faut parler de l'environnement. Et on était déjà tout proche d'une remontada. Malheureusement, le but à l'extérieur compte. En Europe, ça n'existe plus. C'est l'UEFA qui a créé sa loi. L'UEFA a encore retiré sa loi. Et pourquoi pas la CAF? Mais il ne faut pas tout ignorer dans le but marqué à l'extérieur. C'est aussi un plus pour l'adversaire. Donc le Bénin aurait pu le faire dans son déplacement, qu'on ne serait pas là à crier cette défaite. Donc c'est une règle instaurée, tout le monde le sait. Ce n'est pas hier que c'est inventé. Pour ce qui est arrivé hier, je pense qu'on ne va pas accuser le but marqué à l'extérieur. On le savait avant le coup d'envoi de la rencontre. On le savait même avant d'être engagé dans les éliminatoires. Donc ce n'est pas encore un problème au football africain. C'est déjà une leçon pour les joueurs eux-mêmes. Savoir gérer tous les moments forts, les moments faibles d'un match, c'est très important. Et le Soudan s'est qualifié par résistance. Ils n'ont pas désespéré. Dès le 3e but, ils ont continué, ils ont mis le pied sur l'accélérateur, ils ont obtenu un corner. Et voilà, le résultat, ça paye cash. Ça fait un peu mal quand on est béninois, quand on a vu ce qu'on a vu hier et qu'on n'est pas qualifié. C'est le football, c'est le sport. Il y a 3 résultats. Soit vous perdez, soit vous gagnez, soit vous vous séparez dos à dos. Donc voilà, le Bénin a perdu. La vie continue, on se prépare pour d'autres aventures. On a vu la U20, la U17, la U23. Je n'aurais que l'envie que ce travail puisse continuer et que nous ayons dans les années à venir cette capacité-là de participer à une Coupe d'Afrique des U23. Donc il va falloir travailler à ce que ces jeunes-là ne se déroutent pas. Donc il va falloir un suivi pour que déjà dès prochainement on puisse récupérer les meilleurs dans le lot pour servir dans d'autres des équipes. Et pour finir, 3 pays unis pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est l'idée évoquée ces dernières heures depuis le Ghana. En effet, le ministre ghanéen de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Ussif, a déclaré que le pays des Black Stars envisage de faire une offre d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il a évoqué des discussions d'une co-organisation qui aurait lieu entre le Nigeria et le Bénin. Le Maroc, l'Algérie et le Sénégal ont également évoqué leurs intentions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.
Merci à vous, Anaël Dohou. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle EPS signifie Éducation physique et sportive. Il s'agit du nom donné à une discipline scolaire d'enseignement utilisant les activités physiques, sportives et artistiques comme support dans une finalité éducative. L'EPS cherche à utiliser les pratiques sportives institutionnelles et codifiées et les pratiques motrices à visée artistique et ou esthétique comme moyen d'éducation en utilisant les divers problèmes et habiletés nécessaires à l'efficacité dans ces pratiques tout en essayant d'opérer une traduction de ces problèmes pour les élèves tels qu'elles permettent l'intégration d'objectifs plus généraux. Étant donné l'importance prise par l'acquisition de compétences dans cette discipline, les objectifs de l'éducation physique et sportive tendent à développer l'activité d'identification des problèmes. En effet, l'élève doit toujours apprendre à décider laquelle des compétences est la plus pertinente à mettre en œuvre pour résoudre un problème donné. Merci et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir du sigle EPS. On installe à présent Kanté Amoussou qui nous présente les prévisions astrologiques. Mercredi 2 novembre 2022, bonjour amis internautes, voici ce que vous réservent les astres du jour du côté argent. Bélier, un changement de résidence est à envisager, mais seulement si vous ne devez pas y engager trop de frais. Taureau, vous avez beau afficher une forme physique inaltérable, veillez tout de même à ne pas trop tirer sur la corde. Cet aspect vous incitera à des essais qui, à la longue, pourrait vous être préjudiciable. Gémeaux, à présent, il pourra se passer aujourd'hui bien de choses sur le plan financier. Mais attention, comme il y aura des configurations négatives, vous devrez vous méfier de votre impulsivité. Cancer, ce ne sera pas le moment de jouer au jeu de hasard. Méfiez-vous de vos envies d'achat presque irrésistibles. Quant au lion, le moment serait bien choisi pour essayer de modifier votre comportement vis-à-vis de l'argent. Trop souvent, vous souffrez d'impécuniosité, non pas parce que vous ne gagnez pas assez, mais parce que vous dépensez mal. Vierge, le maître de la chance et de la prospérité influencera votre secteur finance. À vous donc la baraka au jeu ou tout simplement la possibilité d'améliorer vos revenus. Quant aux balances, dans le domaine matériel, votre goût du risque sera plus intense. Seulement, évitez de vous lancer dans des opérations financières trop audacieuse. Scorpion, très bonne journée pour envisager de nouveaux modes de placement ou de réfléchir aux meilleurs moyens pour régler une affaire. Sagittaire, à présent, vous aurez tendance à manquer de rigueur dans la gestion de vos finances. Faites un petit effort de discernement et d'économie et vous arriverez à préserver votre équilibre budgétaire. Capricorne, votre équilibre financier devrait en principe être stable. L'impact de masse sera assez léger et ne risque en aucun cas de vous valoir des difficultés. Verseau, avant-dernier signe dans le cadre de vos activités courantes, respectez vos engagements, soyez à jour dans vos échéances et n'oubliez pas de cultiver vos relations. Poisson, pour finir, veillez à ne pas effectuer de transactions financières aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les astres qui le disent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à tout un chacun. Merci pour l'attention. Très bonne suite de programme sur ESAE TV.